Les portes blindées cédèrent dans un grincement métallique, sous les manipulations expertes de Delphur. L'équipe se plaqua contre les murs, prenant position de part et d'autre de l'entrée. D'un signe de tête, Valerius donna l'ordre, et le serviteur d'armes s'avança, ses systèmes d'armement en alerte maximale. La scène qui se dévoilait devant eux était un tableau macabre de l'efficacité Drukhari. Un long chemin sinueux de civils, terrifiés, s'étendait sur 70 mètres. Leurs visages marqués par la peur et l'épuisement. 20 guerriers Drukhari les encadraient, leur armure d'obsidienne luisant, sous la lueur blafarde du portail qui pulsait au fond de la salle. Mais c'était la figure centrale qui captait toute l'attention. Affalé sur un trône d'obsidienne, aux arêtes acérées. Un archonte observait la scène avec une nonchalance calculée. Sa silhouette élancée irradiait de puissance et d'arrogance, tandis que 5 incubes l'entouraient. Leurs armures aussi sombres que la nuit, et leurs regards vides, promettant une mort certaine à quiconque s'approchait de trop près. L'instant où le serviteur franchit le seuil, tout s'accéléra. Les guerriers Drukhari pivotèrent vers l'intrusion, leurs armes se levant en un mouvement fluide. L'archonte, dans un geste de rapidité surhumaine, porta à son cou une fiole au contenu phosphorescent. C'était déjà trop tard. L'archonte s'enfonça l'aiguille dans sa chair, un sourire cruel se dessinant sur son visage, alors que le liquide mystérieux pénétrait dans ses veines. Ses yeux s'illuminèrent d'une lueur malsaine, et son corps commença à vibrer d'une énergie nouvelle et terrifiante. Les incubes resserrèrent leur formation autour de leur maître, tandis que les civils terrorisés se recroquevillaient, pris entre deux feux, dans ce qui allait devenir un champ de bataille. Le serviteur d'armes réagit avec la précision meurtrière d'une machine de guerre. Ses canons automatiques crachèrent la mort en rafales contrôlées, ciblant méthodiquement les guerriers Drukhari qui encadraient les civils. Les premiers tirs fauchèrent 3 gardes, avant même qu'ils ne puissent réagir, leur corps désarticulé s'effondrant dans une gerbe de sang noir. Mais les incubes bougeaient comme des ombres vivantes. En une fraction de seconde, ils parcourirent la distance qui les séparait du groupe, leurs mouvements défiant toute logique physique. Corvus et Victoria ouvrirent le feu simultanément, leurs tirs précis touchant leur cible, mais les projectiles semblaient glisser sur les armures des gardes d'élite comme de l'eau sur de l'huile. « Impossible !» rugit Corvus, rechargeant frénétiquement son fusil laser. Un éclair d'acier noir fendit l'air. Un incube, à la lame énergétique traçant un arc mortel, se rua sur le vétéran qu'attachant. Valerius bondit en avant, son épée énergétique rencontrant celle de l'incube avec une explosion d'énergie. « Corvus, à terre !» lança l'inquisiteur à Corvus, engagé dans un balai d'escrime mortel avec l'assassin Xeno. Chaque coup de l'incube était précis, mortellement efficace, poussant Valerius dans ses retranchements. Durant l'échange, le bras biotique de l'inquisiteur gémit sous les violents impacts. Corvus roula sur le côté, prenant appui contre un pilier, et dans un mouvement de clarté parfaite, il vit une infime faille dans l'armure de son assaillant. Son tir laser traversa la salle, touchant la jointure entre le casque et le gorgerin. L'incube s'effondra, sa tête presque sectionnée. Victoria, pendant ce temps, se retrouva face à face avec un autre garde d'élite. Le bolter de la sœur de bataille rugit. Ses munitions explosives trouvant enfin leur cible à bout portant. À cette distance, même l'armure sophistiquée de l'incube ne put résister, son corps explosant sous l'impact. Le serviteur d'armes, quant à lui, continua son œuvre de destruction, ses tirs précis éliminant 2 autres incubes qui tentaient de protéger leur maître. Mais le dernier assassin Xeno se faufila sous sa garde. Dans un mouvement d'une fluidité mortelle, la lame traversa le torse du serviteur de part en part. Des gerbes d'étincelles et de fluide hydraulique jaillirent de la blessure critique. La machine de guerre s'immobilisa dans un grincement d'agonie mécanique, ses systèmes défaillant un à un, alors que l'incube retirait sa lame dans un geste plein de grâce meurtrière. Fort de cette victoire, l'incube s'immobilisa soudain, son regard vide fixé sur Victoria. Même à travers son masque de guerre, on pouvait sentir une fascination malsaine émaner de lui. Sa posture changea subitement, passant d'une position de combat à quelque chose de plus prédateur. « Sœur Victoria, attention !» Mais la voix de l'inquisiteur fut noyée dans le vacarme des échanges de tirs avec les guerriers Drukhari restants. L'incube s'élança vers Victoria avec une grâce mortelle, la lame traçant des motifs complexes dans l'air. La sœur de bataille contra l'assaut avec son bolter. Des étincelles jaillirent du contact entre l'arme bénie et la lame Xeno. Pendant ce temps, Delphur s'affairait autour du serviteur d'armes tombé quelques secondes plus tôt.
ses mécadendrites dansant frénétiquement autour des circuits endommagés. Réactivation du système primaire en cours. Omniscient, guide-les. Sa prière fut brutalement interrompue. L'Archon, transformé par le sérum qu'il s'était injecté, apparut comme un spectre devant lui. Ses mouvements étaient d'une précision terrifiante, fruit de millénaires de pratique des arts mortelles. La première frappe sectionna net le bras du Magos, qui tenait la console de contrôle. Alerte 01001, bref système. Alerte. Cria Delphur, tentant désespérément de se défendre avec ses cerveaux-bras. Mais l'Archon était partout à la fois, sa lame dansant dans une chorégraphie mortelle. Un à un, les appendices mécaniques du Magos furent tranchés dans des gerbes d'étincelles et de fluides hydrauliques. Dans ce moment décisif, le vétéran catachant plongeait en avant, son corps massif percutant l'Archon au moment où celui-ci s'apprêtait à porter le coup de grâce sur Delphur. Les deux combattants roulèrent au sol. L'empereur protège. Articula Delphur, son corps énergétique mutilé, crépitant d'étincelles. Alors que Corvus engageait un combat désespéré contre le seigneur Drukhari, leur silhouette se dessinait dans la lumière blafarde du portail. Corvus se redressa face à l'Archon, son visage balafré fendu d'un sourire provocateur. « Tu vas voir ce que je vais te mettre, l'anorexique !» lança-t-il avec assurance et provocation. L'insulte sembla déstabiliser momentanément le seigneur Drukhari, dont la posture trahit une fraction de seconde l'indignation. Ce fut tout ce dont Valerius avait besoin. L'inquisiteur surgit des ombres, son épée énergétique traçant un arc mortel dans l'air. L'Archonte, trop focalisé sur l'imposant catachant, ne vit pas venir l'attaque. La lame de Valerius traversa le bouclier énergétique personnel du Xéno. Un sifflement aigu se fit entendre lorsque le bouclier personnel de protection, pourtant capable de résister aux impacts les plus violents, céda sous la puissance du coup. L'épée s'enfonça dans le dos de l'Archon, arrachant des cris de douleur et de rage au seigneur Drukhari. D'un geste vif, l'Archon porta un appareil de communication à ses lèvres, crachotant des syllabes acérées dans sa langue native. Puis, dans un mouvement de fluidité surnaturelle, il se jeta en arrière vers le portail. La surface miroitante du passage dimensionnel ondula comme de l'eau noire avant de l'engloutir, se refermant derrière lui dans un claquement sec. Le silence tomba brutalement sur la salle. Les civils terrorisés étaient toujours là, recroquevillés contre les murs, leurs regards emplis de terreur et d'incompréhension. Valerius balaya la scène du regard, évaluant rapidement la situation. « Tout le monde va bien ?» demanda-t-il, se tournant vers ses compagnons. Corvus aida Delphur à se redresser. Le Magos mutilé émettait une série de bips de détresse. Le serviteur d'armes était en position inhabituelle. Un genou au sol, tête baissée, immobile, inerte, tel un géant métallique abattu. Mais quelque chose n'allait pas. Une absence criante se faisait sentir. Le sang de Valerius se glaça dans ses veines alors qu'il réalisait la situation. « Victoria ?» appela-t-il, sa voix résonnant dans la salle. « Victoria !» Seul le silence lui répondit. Là où la sœur de bataille combattait l'incube quelques instants plus tôt, il ne restait que son bolter, abandonné sur le sol, une trace de sang maculant le symbole de l'Adeptus Sororitas. Valerius comprit soudain le terrible prix de la victoire partielle. Ils l'ont pris. Corvus serra les poings, ses jointures blanchissant sous sa rage. « Par le trône, ces bâtards l'ont emporté !» Le portail, désormais inerte, semblait les narguer de sa présence silencieuse, gardant jalousement le secret du destin de leur compagne disparue. Lazariel, la voix de Valerius crépita dans le Vox. Localisez immédiatement le signal du tracker Sigma 7 et préparez-vous à nous téléporter à proximité du signal. Corvus et Delphur échangèrent un regard stupéfait. Le catachant fut le premier à comprendre. Vous avez placé un tracker sur Victoria ? Une précaution nécessaire, répondit Valerius, ses traits tendus par l'inquiétude. Lordo Malleus ne m'envoie pas ses agents par simple courtoisie. La grave voix de Lazariel résonna dans le Vox. Signal localisé, Inquisiteur. C'est confirmé, la cible n'a pas quitté le système. La cible se trouve en zone d'évacuation Drukhari, coordonnée 47 Mark 12. Ils rassemblent actuellement leurs forces pour un départ imminent. Delphur, malgré ses membres cybernétiques sectionnés, émit un sifflement inquiet. Inquisiteur, si Lordo Malleus découvre que vous avez placé un dispositif de surveillance sur leur agent... Ce sera le cadet de nos soucis si elle meurt, coupa sèchement Valerius. Son visage s'assombrit. C'est le deuxième agent qu'il m'envoie. Le premier n'est jamais revenu. Si Victoria périt également, les soupçons seront impossibles à écarter.
Corvus comprit soudainement l'implication politique de la situation. Valerius hocha gravement la tête. L'Ordomalus ne croira jamais à une simple coïncidence. 2 agents perdus dans 2 missions. Ils me déclareront excommunat traitoris avant même que les rapports ne soient scellés. Alors qu'attendons-nous ? Gronda Corvus, vérifiant son fusil laser. Nous avons une sœur à sauver. Lazariel, ordonna Valerius dans le Vox. Maintenez la pression sur le vaisseau Xeno. Ils ne doivent pas quitter le système avec la sœur à bord. Compris, Inquisiteur. Les Blood Angels sont toujours prêts à verser le sang pour l'Imperium. Valerius se tourna vers Delphur. Magos, pouvez-vous... Les systèmes de combat sont compromis. Mais mes capacités d'analyse et de support restent opérationnelles, je peux encore servir. Pour l'Empereur et pour Victoria, murmura Valerius, son regard se portant vers l'horizon où les vaisseaux Drukhari attendaient. Delphur, évaluez les capacités opérationnelles du serviteur, ordonna Valerius, son regard se posant sur la silhouette métallique massive. Le Magos s'approcha du serviteur d'armes, ses mécadendrites sectionnés émettant encore quelques étincelles. Malgré ses blessures, ses systèmes et diagnostics intégrés bourdonnèrent alors qu'il se connectait au port de données de la machine de guerre. Loué soit l'Omnimussie, murmura Delphur, une série de bips et de cliquetis accompagnant son analyse. Le serviteur maintient une capacité opérationnelle globale de 50%. Le système de locomotion... Il émit un son qui aurait pu passer pour un soupir de relâchement chez un humain non augmenté. Motricité intacte, 100% de capacité sur les fonctions motrices. Et l'armement ? Les optiques de Delphur clignotèrent, en séquence alors qu'il poursuivait son diagnostic. Situation critique. Les systèmes d'armes principales sont hors service. Bolter, autocanon, tout est inopérant. Seul le lance-flamme lourd reste opérationnel. Les réservoirs de Prométhéum sont intacts. Et les systèmes de détection ? Intervint Corvus, nettoyant son fusil laser sans quitter le serviteur des yeux. Négatif. Radar longue portée et système thermique détruit. Nous serons aveugles au-delà de la portée visuelle standard. Valerius passa une main sur son menton, évaluant rapidement la situation. Un serviteur d'armes mobile avec un lance-flamme opérationnel n'était pas idéal, mais dans les ruelles étroites d'une zone d'évacuation, cela pourrait s'avérer décisif. Valerius envoya une demande sur le Vox en direction du Glory of Terra. Quelques instants plus tard, le vrombissement sourd du caisson de ravitaillement perça l'air vicié du secteur Delta 12, laissant une traînée de fumée dans le sillage alors qu'il descendait du Glory of Terra. L'inquisiteur Valerius suivit sa trajectoire du regard, impassible malgré l'urgence de la situation. À ses côtés, Corvus scrutait les ombres environnantes. « Magos !» demanda Valerius en direction de Delphur. « Pouvez-vous scanner les alentours ?» Le Magos blessé acquiesça, ses optiques rougeoyantes balayant méthodiquement la zone, ses blessures l'empêchant de combattre, mais son esprit toujours affûté. Le caisson atterrit dans un bruit sourd, à 50 mètres de leur position. Valerius fit un signe à Corvus, qui hocha la tête en silence. Ils progressèrent rapidement, couvrant chaque angle, chaque recoin, susceptible de dissimuler une menace. L'absence de Sœur Victoria pesait lourdement sur leur conscience. Arrivé devant le caisson, Valerius posa sa main sur le mécanisme d'ouverture. Le compartiment s'ouvrit alors dans un sifflement pneumatique, révélant le contenu tant attendu. Un sourire se dessina sur ses lèvres alors qu'il saisissait son nouveau pistolet Bolter lourd, récemment forgé. Une arme personnalisée, perdue dans les mines de Sirenia. Ses doigts caressèrent le fourreau finement ouvragé, contenant l'épée aux 1000 visages. En faisant venir cette réplique démoniaque, il savait qu'il prenait un énorme risque. Si un membre de l'Imperium le surprenait à manier cette arme interdite, alors la suite des événements s'avérerait funeste pour l'intégralité des membres du Glory of Terra. Mais le risque de perdre la sœur était tout aussi dangereux pour l'Inquisiteur. Les Drukhari vont regretter d'avoir provoqué la colère de l'Inquisition, gronda Corvus, en vérifiant les grenades. Valerius chargea son bolter d'un geste fluide. Delphur, la voix de Valerius trancha le silence oppressant. Les textes impériaux parlent des pratiques des Drukhari. Confirmez-moi ce que nous savons sur leur collection d'âmes. Le crâne de Delphur bourdonna doucement, tandis que ses implants cognitiques parcouraient des millénaires de données compilées. Sa voix, teintée d'écho métallique, s'éleva avec une gravité solennelle. Les archives sont formelles, Inquisiteur.
Les Drukhari se nourrissent de la souffrance et de l'agonie de leurs victimes pour préserver leurs propres âmes de l'emprise de la grande dévoratrice. Chaque instant de tourment est pour eux une substantation précieuse. La main de Valerius se posa sur la garde de l'épée aux 1000 visages. Sous ses doigts, la relique semblait frémir, comme si elle ressentait la rage contenue de son porteur. Un sourire froid lui déforma le visage. Alors dans quelques instants, ils vont découvrir à leur tour la sensation d'être une proie. L'énergie psychique qui émanait de l'épée fit vaciller les lumières du mécanisme de Delphur, comme si la relique elle-même partageait la soif de vengeance de l'inquisiteur. Corvus avait toute confiance en son ami et ne prêta pas longtemps attention envers cette épée mystérieuse. Il était prêt à suivre son vieil ami dans les ténèbres qui les attendaient. Quelques instants plus tard, les agents furent téléportés à proximité du signal. Les ruines du site d'atterrissage se dressaient devant eux. Leurs silhouettes métalliques découpaient l'horizon pollué. L'équipe progressa furtivement jusqu'à atteindre une position de couverture acceptable. Leurs mouvements, aussi silencieux que ceux des assassins du temple vindiquèrent. À travers les débris, ils aperçurent leur cible. L'Archonte se trouvait fièrement au centre de la zone, sa cape ondulant dans les vents toxiques. À ses côtés, Victoria, la sœur de bataille, ses mains liées et son visage marqué par la brutalité de ses geôliers. Son regard brillant, toujours de défi. L'Archonte tourna brusquement la tête. Ses sens surhumains détectant leur présence, ses yeux s'écarquillèrent, en reconnaissant ses poursuivants. « Tuez-les » hurla-t-il en langue drukhari, sa voix tranchante comme une lame empoisonnée. Le chaos se déchaîna en un instant. Le serviteur, guidé par les calculs précis de Delphur, projeta un torrent de flammes sanctifiées sur les guerriers drukhari. Leurs armures légères, conçues pour la vitesse plutôt que pour la protection, fondirent sous l'assaut thermique. Leurs cris d'agonie résonnèrent comme une musique macabre. Soudain, un éclair d'énergie noire jaillit d'une position surélevée. Un canon drukhari, dissimulé dans les ombres, crachait sa fureur dévastatrice. Le serviteur fut pulvérisé dans une explosion de métal et de chair bénie. Ces derniers instants dédiés au service de l'empereur. « Pour l'empereur !» surgit Corvus, ses muscles catachants se contractant alors qu'il lançait une volée de grenades avec une précision mortelle. L'explosion engloutit la position du canon dans un déluge de feu et de shrapnel, transformant les serviteurs xénos en lambeaux carbonisés. L'Archonte, voyant son avantage s'évaporer, agrippa Victoria d'un mouvement fluide. Sa lame toxique se pressant contre la gorge de la sœur de bataille. Un pas de plus. Siffla-t-il en parfait gothique. Et votre précieuse servante rejoindra ses ancêtres. Valerius et Delphur, positionnés à 15 mètres du seigneur drukhari, échangèrent un regard imperceptible. Le Magos activa discrètement les runes sur son panneau de contrôle, établissant la connexion avec le dispositif de localité caché sur Victoria. L'air crépita d'énergie téléportique. Un battement de cœur plus tard, et Valerius se matérialisa devant l'Archonte, la pointe de son épée aux 1000 visages devant les yeux du seigneur. La relique s'illumina d'une lueur spectrale, ses reflets changeant, captant l'essence même du seigneur drukhari. Les yeux de l'extraterrestre s'élargirent d'horreur, alors qu'il sentait ses forces le quitter. Comme si son âme elle-même était aspirée par la lame mystique. Ses doigts s'ouvrirent légèrement. Instant suffisant pour permettre à la sœur de se libérer de son emprise. L'Archonte, pour la première fois depuis des millénaires, ressentit quelque chose qui ressemblait à la peur. L'Archonte se redressa, ses mouvements trahissant la blessure que Valerius lui avait infligée lors de leur précédente rencontre. La plaie dans le dos, à peine cicatrisée, pulsait d'une douleur sourde. Pourtant, ses yeux brillaient d'une férocité millénaire, celle d'un prédateur qui avait survécu à d'innombrables batailles. Tu ne comprends pas la puissance que tu manies, mon Keg. Cracha-t-il en dégainant ses lames avec une grâce mortelle. Valerius ne répondit pas. D'un geste fluide, il dégaina son épée énergétique de sa main gauche, tandis que l'épée aux 1000 visages scintillait dans sa main droite. L'air lui-même semblait vibrer autour des deux combattants. L'Archonte attaqua le premier. Ses mouvements si rapides qu'il laissait des traînées fantomatiques dans l'air vicié. Ses lames tourbillonnant dans une danse mortelle. Cherchant la moindre faille dans la garde de l'Inquisiteur, Valerius parait chaque coup. Ses deux épées traçant des arcs de lumière dans l'obscurité. Le combat s'intensifia, devenant une tempête d'énergie, mais quelque chose d'étrange se produisit. À chaque fois que l'épée aux 1000 visages effleurait l'Archonte, ce dernier semblait perdre un peu plus de sa vélocité surnaturelle. Ses mouvements,
bien que toujours mortellement précis, perdaient progressivement de leur rapidité surhumaine. Valerius sentait lui aussi le prix de cette puissance. L'épée aux 1000 visages devenait plus lourde à chaque instant, comme si elle se nourrissait non seulement de l'essence de son adversaire, mais aussi de la force vitale de l'Inquisiteur. De plus, l'Inquisiteur sentit qu'il n'était pas seul face à l'Archonte. Il y avait cette présence, fait de murmures inaudibles. Les murmures n'étaient pas vraiment des mots, mais des impressions, des sensations, qui s'infiltraient dans son esprit. L'épée ne parlait pas tant qu'elle ne communiquait, partageant une conscience ancienne avec son porteur. L'Archonte vit quelque chose dans les yeux de Valerius qui le fit reculer. Ses yeux s'écarquillèrent d'une compréhension horrifiée. Ce moment de distraction fut fatal. Valerius sentit l'épée guider son bras, comme si la présence en elle anticipait les mouvements de l'Archonte. Son épée énergétique contra la dernière attaque désespérée, créant l'ouverture parfaite. L'épée aux 1000 visages plongea, trouvant son chemin entre les plaques d'armure du Xéno avec une précision chirurgicale. L'Archonte s'effondra, son essence vitale drainée par la lame mystérieuse. Ses derniers mots se perdirent dans un gargarisme sanglant, ses yeux fixés sur l'arme qui avait causé sa perte. Valerius resta immobile un instant, sentant la présence de l'épée se réjouir de sa victoire. Une victoire qui laissait à son équipe qui avait assisté à la scène plus de questions que de réponses sur la véritable nature de l'arme qu'il portait. À ce moment précis, la réaction des compagnons de l'Inquisiteur furent toutes différentes. Delphur félicita l'Inquisiteur en expliquant que grâce à cette lame, Valerius avait réussi à sauver Victoria, et c'est bel et bien tout ce qui comptait. Corvus, lui, n'accabla pas non plus son ami, mais il s'inquiéta sur le prix à payer de manier une arme si puissante. Victoria, quant à elle, ne dit pas un mot. Le silence qui suivit la mort de l'Archonte fut rompu par le bourdonnement mécanique de Delphur. Le Magos s'avança, ses servomoteurs grinçant, légèrement à cause de ses blessures. Une victoire remarquable, Inquisiteur, déclara-t-il, ses optiques rouges analysant l'épée aux 1000 visages. L'Omnimécie nous offre parfois les outils dont la nature nous échappe, mais leur utilité est indéniable. Grâce à cette lame, Sœur Victoria est sauvée. Le devoir avant tout, comme nous l'enseigne le credo impérial. Corvus Cole s'approcha à son tour, le visage buriné marqué par l'inquiétude. Le vétéran catachant avait vu suffisamment d'horreur dans sa vie pour reconnaître un danger, même dissimulé sous l'apparence d'un allié. « Je ne remets pas votre victoire en question, mon vieil ami, » dit-il doucement, posant sa main calleuse sur l'épaule de Valerius. « Mais cette lame, j'ai vu comment elle drainait les énergies pendant le combat, et j'ai bien dit toutes les énergies. La puissance a toujours un prix et je crains que celui-ci ne soit plus élevé que vous ne semblez le penser. » Victoria, libérée de ses liens, se tenait légèrement en retrait, son visage tuméfié ne trahissant aucune émotion. Consciente des horreurs sans fin qui l'attendaient sur Comorag, l'empêchait de menacer l'Inquisiteur, mais son silence était plus éloquent que n'importe quel sermon. Son regard alternait entre l'épée et Valerius, comme si elle essayait de réconcilier l'image du loyal serviteur de l'Empereur avec le porteur d'une arme au pouvoir troublant. L'épée aux 1000 visages pulsait doucement dans la main de Valerius, comme un cœur battant, au rythme des émotions contradictoires qui habitaient le groupe. La présence en elle semblait se délecter de ses tensions, et ses doutes qui commençaient à s'immiscer dans l'esprit de ses compagnons. La question qui flottait dans l'air que personne n'osait poser ouvertement était claire. Jusqu'où le serviteur de l'Empereur pouvait-il aller dans l'utilisation d'artefacts suspects pour accomplir sa mission? Et plus encore, quel était le véritable coût de cette puissance pour l'inquisiteur Valerius? Le Stormraven surgit en traversant l'atmosphère toxique, ses réacteurs traçant une ligne de feu vers le Glory of Terra. À travers les hublots blindés, la silhouette massive du vaisseau de l'Inquisition se dessinait. Ses systèmes de défense à nouveau opérationnels grâce aux réparations dirigées par le capitaine Terminator. Le Vox transmetteur grésilla avant que la voix grave du capitaine ne résonne dans la cabine. Inquisiteur Valerius, au nom des Blood Angels, je vous félicite pour cette victoire. Mes escouades sont prêtes au déploiement sur les sites sensibles de cette planète. Nous maintiendrons l'ordre impérial sur ce monde jusqu'à l'arrivée des forces de l'Astra Militarum. Je vous remercie pour votre appui, capitaine. J'espère que nos chemins se croiseront de nouveau. L'Empereur nous garde. L'Empereur nous garde. Une fois à bord, l'équipe se dispersa. Des serviteurs mécaniques prirent immédiatement en charge Delphur. Leur appendice mécanique, déjà occupé à évaluer l'étendue des réparations nécessaires pour restaurer le corps cybernétique du Magos.
les échos métalliques de leur diagnostic résonnant dans les coursives alors qu'ils l'escortaient vers les ateliers. Corvus Cole refusa toute assistante médicale et se dirigea vers la baie d'observation. Le vétéran Catachan sortit un épais cigare de sa veste tactique, l'allumant d'un geste expert. La lueur orangée illuminait son visage marqué, tandis qu'il contemplait la planète en contrebas, un sourire satisfait aux lèvres, malgré les événements troublants de la journée. Les maîtres serviteurs guidèrent Sœur Victoria vers l'infirmerie, leurs mouvements précis et efficaces, contrastant avec le silence pesant de la guerrière. Son visage, bien que meurtri, gardait cette dignité caractéristique de l'Adepta Sororitas. Avant de disparaître dans les coursives, elle s'arrêta devant Valerius. La sœur le remercia brièvement. Ses yeux se posèrent un bref instant sur le fourreau contenant l'épée aux 1000 visages, avant de revenir sur Valerius. Dans ce regard se mêlaient gratitude et appréhension, comme si elle pesait le prix de son sauvetage. Sans un mot de plus, elle suivit les maîtres serviteurs, laissant Valerius seul avec ses pensées et à présent conscient de la présence qui habitait la lame. Dans les profondeurs du Glory of Terra, les machineries de guerre s'éveillaient, prêts à reprendre sa route pour purger les menaces hérétiques du secteur. Pour Valerius et son équipe, cette journée avait soulevé beaucoup de questions et peu de réponses. Des questions qui continueraient à les hanter longtemps après que les échos de la bataille se soient tus. Dans la pénombre de ses quartiers privés, Valerius fixait l'épée aux 1000 visages posés sur son présentoir. La lueur des chandelles dansait sur la lame, projetant des ombres mouvantes sur les murs, comme autant de spectres dansant une valse macabre. Sa main, qu'il observait avec une fascination morbide, trahissait les changements qui s'opéraient en lui. Sa peau s'était étirée, flétrie, comme si le temps lui-même avait accéléré une nouvelle fois son cours inexorable. Chaque utilisation de la lame prélevait un lourd tribut, marquant sa chair d'un symptôme de corruption. Une peur sourde lui noua les entrailles, à la pensée de ce qu'il adviendrait si Lordo Malleus découvrait la véritable nature de cet artefact. Leur décision serait immédiate, l'exécution non seulement pour lui, mais pour tout son équipage, car il serait considéré comme contaminé par association. Il sentit un besoin au plus profond de son être de se débarrasser de cette lame, qu'il devait la détruire discrètement, et dans les plus brefs délais, avant qu'il ne soit trop tard. Pourtant, un frisson de plaisir parcourut son échine, alors qu'il contemplait la puissance qui pulsait de ce métal maudit. Avec une telle arme, combien de démons pourrait-il soumettre? Combien d'ennemis de l'humanité pourrait-il terrasser? Les possibilités étaient vertigineuses, lui promettant les victoires qu'il n'aurait jamais osé imaginer auparavant. Un sourire se dessina sur ses lèvres, un sourire qui n'avait plus rien de l'expression austère d'un serviteur de l'empereur. Tout en fixant la lame, il murmura dans l'obscurité de ses quartiers. Personne ne se mettra en travers de mon destin, de notre destin. Sa voix résonna dans son esprit, aussi claire qu'un cristal brisé, aussi froide que le vide sidéral. Ce n'était plus un murmure lointain, mais une présence tangible, une conscience qui s'entremêlait à présent avec la sienne, dans une danse aussi intime que mortelle. Dans les profondeurs du Glory of Terra, alors que l'équipage vaquait à ses occupations, seul l'inquisiteur entendit la lame lui répondre, d'une voix qui n'appartenait pas à ce monde.